Donc, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur le sujet des programmes de fidélité. Et cette recherche, c'est une recherche récente que j'ai commencée avec Béatrice Parguel depuis 1 an et demi maintenant. Donc, elle est un peu finalisée et puis cela nous fait plaisir de partager les résultats avec vous. Donc, dans cette recherche, on s'intéresse aux récompenses des programmes de fidélité qui ont un côté pro-social. Vous êtes peut-être habitué avec ce genre d'affiches ou d'offres ou dans le domaine aérien surtout, on propose aux clients de pouvoir échanger les points accumulés, notamment ici des miles, contre des dons à des associations. Ici, c'était une opération particulière puisque c'est une association en particulier qui a été choisie par la compagnie aérienne, notamment ici Etihad. Ce genre d'opération qui était vraiment très exclusivement associée aux compagnies aériennes tend aujourd'hui à s'étendre et à s'étendre notamment dans le retail avec des exemples, encore une fois là pour le coup un exemple français, Cora, où il s'agit pareil, c'est un peu le même exemple calqué au contexte du retail grande distribution alimentaire où l'idée est de proposer aux membres du programme d'échanger des points accumulés contre des dons faits à une association choisie par l'enseigne. Et puis un autre exemple ici que j'ai trouvé intéressant parce qu'on voit la variété des choix possibles, donc Mango ici, le programme notamment, qui propose à ses membres de donner une partie ou la totalité de leurs points à plusieurs associations qui sont choisies là pour le coup par le client, le membre du programme. En regardant la littérature académique, on a été un peu surprise parce que malgré le foisonnement de ce genre de pratiques et le fait qu'ils s'étendent à des secteurs qui n'étaient pas vraiment utilisateurs jusqu'à maintenant, on a recensé uniquement 2 recherches empiriques qui étudient vraiment les dons et les récompenses pro-sociales dans les programmes de fidélité. Alors bien sûr, quand on regarde la littérature sur le don et sur le comportement pro-social de manière générale, elle est dense, il y a plein de recherches, mais quand on regarde sur les programmes de fidélité, il y en a 2 qui étudient les effets sur les programmes de fidélité et qui arrivent à des conclusions qui montrent que finalement, ces récompenses sont soit, dans le meilleur des cas, aussi efficaces qu'une récompense égoïste et dans le pire des cas, moins efficaces qu'une récompense égoïste. Maintenant, quand on regarde un peu de plus près cette littérature-là, enfin ces 2 travaux, on se rend compte que finalement, on peut identifier 3 limites qu'on pourrait chercher à combler et qu'on a cherché à combler dans notre recherche. La première, c'est que cette littérature ou ces 2 recherches étudient exclusivement des intentions comportementales et notamment des intentions d'achat, alors qu'on peut très bien imaginer, on le retrouve dans la littérature managériale, recours à ce genre de réponse pour améliorer leur image et notamment l'image RSE pour montrer qu'elles sont plus responsables, qu'elles sont plus impliquées dans la société en général. La deuxième limite que l'on a relevée, c'est que ces études tendent à imposer une association ou à imposer un type de récompense à la fois, alors que quand on regarde les pratiques des entreprises, elles offrent beaucoup de choix aux clients, c'est-à-dire qu'on peut choisir d'activer une option ou une autre, c'est-à-dire on peut choisir de faire don ou d'utiliser les points pour soi-même, on peut choisir de le faire pour une association ou plusieurs associations, et on peut même aller plus loin parce qu'on distribuer ces points ou les offrir, ces dons, à plusieurs associations et même garder une partie pour soi. Et donc, on a trouvé que c'était important d'intégrer ce genre de pratiques et d'étudier leur efficacité. Et puis, la dernière limite que l'on a soulevée, c'est que très souvent, on a des effets directs qui sont à étudier et on n'a pas de mécanisme qui expliquerait l'effet ou l'absence d'effet notamment. Donc, on est parti de ce constat-là et on a cherché à combler ces limites-là et à construire sur ces travaux en se posant la question suivante. Comment est-ce que le design de ce qu'on a appelé un bundle de reward, c'est-à-dire une option dans laquelle où le client peut choisir d'activer soit l'option selfish, donc pour soi-même, soit l'option pro-social, c'est-à-dire de ces points, quel est l'effet de ce design sur l'image RSE et quelles seraient les variables ou le mécanisme psychologique qui expliquerait ces effets. Et pour répondre à cette question, oui, pardon, Elisabeth, tu as levé la main pour une question ou non?
Non, je ne crois pas. OK, alors on continue. Donc, on s'est appuyé sur trois grands champs de littérature. Le premier, c'est la littérature sur le comportement prosocial et le warm glow. Donc, cette littérature-là, elle indique que quand les enjeux sont faibles, les gens ont tendance à se comporter de manière altruiste, mais ce n'est pas de l'altruisme pur, c'est de l'altruisme impur, c'est-à-dire c'est une sorte d'altruisme égoïste qu'on appelle le warm glow. Donc, c'est ce bien-être, cette fierté de contribuer en faisant quelque chose de bien. Ensuite, on s'est appuyé sur la littérature sur le choix et le contrôle pour examiner comment est-ce que le fait d'offrir plusieurs choix aux clients, notamment dans le cadre d'un programme de fidélité, peut l'amener à améliorer son comportement prosocial et à être amené à faire don de ses points plutôt que de les utiliser de manière égoïste. Et puis, on a intégré une variable modératrice qui est pour prendre en compte l'hétérogénéité dans un portefeuille client, parce que c'est une condition d'efficacité qui ressort très souvent dans la littérature sur les programmes de fidélité. Et on a retenu notamment une variable qui est très importante d'un point de vue managérial, parce qu'elle est facilement opérationnalisable, qui est le statut d'acheteur. Est-ce qu'il s'agit d'un gros acheteur ou d'un petit acheteur? Donc, on a utilisé où on a imaginé trois études expérimentales qui nous ont permis de tester certains effets, et je vais les présenter. Je vais peut-être aller rapidement sur les cadres théoriques parce qu'en 20 minutes, on n'a pas assez de temps, mais je pourrais bien sûr revenir là-dessus s'il y a besoin lors du moment des questions. Donc, la première étude, on a cherché à savoir quel est l'effet d'un mix de récompenses sur le warm glow, et on a juste exposé les gens à une proposition de mix de récompenses. Donc, il ne s'agit pas ici de faire un choix, c'est juste des clients qui vont découvrir que dans le cadre de leur programme, ils ont la possibilité soit d'utiliser le programme, les points pour eux, de manière égoïste, soit d'en faire un don. Et on a postulé, on a imaginé ce modèle qu'on justifie par rapport à la littérature, dans lequel on compare trois options de design du programme. Est-ce qu'il vaut mieux offrir un programme dans lequel les points peuvent être rédomptés pour soi, un programme dans lequel les points peuvent être rédomptés pour soi ou pour une association, mais il s'agit d'une association choisie par l'entreprise. Et puis le dernier design, c'est un design où là aussi on a le choix de rédompter une option ou une autre, mais à ce moment-là, le choix est fait par le client. Et on mesure et on postule que il va y avoir un effet direct, puisqu'on postule que le simple fait de proposer un mix, il y a un effet signal qui va permettre d'améliorer l'image RSE de la marque par rapport à un design où il n'y a que des récompenses égoïstes. Et ensuite, on postule une deuxième hypothèse dans laquelle on pense que proposer ou offrir le choix au client va le rendre plus responsable. Son rôle, il va percevoir un plus grand rôle ou un rôle plus important dans le choix de l'association. Et donc, le warm glow, la fierté de donner va être plus importante et va jouer le rôle de médiateur entre le mix où on choisit et puis l'image RSE de l'entreprise. Pour tester ce modèle, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu recours à une expérimentation. Voilà les trois conditions expérimentales. Donc, on a créé une marque fictive qu'on a regardée tout au long des trois études qu'on a réalisées. Donc, la première, il s'agit d'un bon qu'on utilise pour soi. La deuxième condition, on a fixé une association, on a utilisé la Croix-Rouge parce que c'est une association connue en France qui bénéficie d'une image plutôt favorable. Et puis la dernière condition, donc là on voit que le client peut choisir un mix de 6 associations même, pardon. On a choisi en faisant en sorte qu'il y ait des associations nationales, internationales et qui couvrent une variété de causes. Et puis à chaque fois, bien sûr, on s'est inspiré des pratiques réelles des entreprises. Donc, tout cela, on l'a mesuré auprès d'un échantillon d'adultes, de consommateurs adultes, et on s'est inspiré de la littérature pour mesurer à la fois l'image RSE et le warm glow, et on a intégré des variables de contrôle comme le nombre de programmes de fidélité détenus, comme l'implication dans la catégorie de produits, etc. Alors, les résultats de cette première étude montrent que, conformément à notre première hypothèse, on voit très bien que
proposer un mix augmente l'image RSE par rapport à une récompense tout simplement égoïste. Donc, rien que le fait d'être exposé à un programme qui propose de faire don de ces points améliore l'image de l'entreprise parce qu'on lui infère des associations d'entreprises responsables qui essayent de faire le bien autour d'elles, de s'impliquer dans la société, etc. Donc, notre première hypothèse, elle est confirmée. Et puis surtout aussi, la deuxième est confirmée puisqu'on voit que ce sentiment de se sentir utile, d'être fier, d'avoir contribué positivement, il n'est valable que si on offre la possibilité au client de choisir l'association pour laquelle il veut faire don de ses points. Donc, ce qu'on conclut de cette première étude, c'est qu'elle permet d'étendre les conclusions des travaux existants, notamment les deux premiers qui étaient plutôt soit sceptiques, soit neutres sur l'effet des récompenses prosociales. Et on montre que ces récompenses peuvent avoir une influence positive sur l'image RSE à condition d'être offertes en plus et pas en remplacement des récompenses classiques de type un coupon de réduction pour soi ou de type, je ne sais pas, des billets qu'on gagne pour aller au cinéma. Et puis la deuxième condition, c'est que le client peut choisir lui-même la cause ou tout simplement l'association à qui il va faire don de ses points. Alors, bien que c'est intéressant, ces premiers résultats ne permettent pas de répondre à toutes les questions puisque, OK, on dit qu'un bundle, c'est mieux, mais on ne sait pas en situation de choix quelle est l'option qui serait choisie par le client. Est-ce qu'il irait vraiment rédompter ses points ou pas? Qu'est-ce qui le pousserait à le faire? Et puis surtout aussi, on a mesuré le warm glow comme étant juste une exposition à quelque chose d'éventuel et de possible, mais on ne sait pas encore une fois qu'on a fait l'action, qu'est-ce qui se passe et est-ce que le warm glow continue à jouer le rôle de médiateur entre le design du programme et l'image RSE. D'où la deuxième étude dans laquelle on a intégré une variable de choix, une option de choix supplémentaire qui est cette possibilité de splitter, donc de distribuer ces points éventuels entre plusieurs associations, là aussi qui est une manipulation, une pratique réaliste. Et on a mesuré l'intention de don, ce qu'on a appelé le pro-social redemption behavior, et on a aussi mesuré le warm glow après le don. Donc, il ne s'agit plus d'un warm glow d'exposition, de juste je regarde et je vois ce qui se passe, mais de je suis impliquée, j'ai fait une bonne action et ce que je ressens après. Et donc ici, notre hypothèse, elle consiste à dire que le fait de proposer aux clients la possibilité de distribuer leurs points entre plusieurs associations, contrairement à pas de split, donc on est obligé de donner tous ces points à une seule association, va augmenter l'intention de faire don de ces points parce que l'utilité que l'on retire va être plus importante puisqu'on va avoir plusieurs petits bénéfices que l'on va retirer parce qu'on aura aidé l'association 1, l'association 2, l'association 3. On n'est pas mal à l'aise parce qu'on choisit une au détriment d'une autre, donc on se sent encore plus utile, ce qui contribue à donner à plus de probabilité de don, qui va augmenter le warm glow après don et, in fine, améliorer l'image RSE de l'entreprise. Cette hypothèse générale, on l'a testée là aussi par une expérimentation. On a contrôlé le mix de reward, donc il s'agit bien d'un mix où on peut activer une option ou l'autre. Et on a proposé deux conditions expérimentales. Dans la première, le client peut splitter ses points entre plusieurs associations. Et dans la seconde, il ne peut pas le faire. Et là aussi, on s'est inspiré de la littérature pour développer les échelles de mesure. Le comportement de rédemption a été mesuré de manière binaire. Donc voilà, comment vous allez utiliser vos points. 0 si c'est utilisé de manière égoïste, 1 si il s'agit d'en faire un don. Alors, les résultats, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils sont là. Alors, première chose, on a testé, on avait un échantillon de plus d'une centaine d'individus. Donc, première chose, on voit très bien que conformément à la littérature, les gens ont tendance à réagir plus de manière égoïste. Donc, sur les 100, on a quand même peut-être une petite vingtaine qui ont choisi de donner. Et on voit, ce qui nous intéresse, nous, dans notre cas, que quand on leur propose la possibilité de distribuer leurs points entre plusieurs associations, eh bien, le pourcentage de donateurs augmente et l'intention de don augmente, ce qui confirme notre hypothèse. Et puis ensuite,
on a testé un modèle dans lequel on regarde la médiation entre le comportement, entre l'option de split et l'image RSE, et on voit bien que le warm glow après don joue le rôle de médiateur encore une fois. Donc, ce qui est intéressant parce que ce soit lié à un effet de simple exposition ou que ce soit un warm glow lié à un comportement réel ou à une intention de don réel, le warm glow reste une variable importante qui joue le rôle de médiateur. Et ce qu'on en conclut à travers cette deuxième étude, c'est qu'en plus de donner le choix d'activer une option ou une autre, et en plus de donner le choix d'avoir plusieurs associations plutôt qu'une seule, un programme de fidélité avec des options prosociales a tout intérêt à proposer aux clients la possibilité de choisir ou de splitter leurs points entre plusieurs associations. Là aussi, ces résultats sont intéressants, mais on s'est dit qu'il serait encore plus robuste si on arrivait à démontrer que certaines conditions améliorent encore plus ce comportement de pro-don et qui permettrait aux entreprises de choisir vers qui cibler ces programmes-là en priorité ou au moins cibler leur communication, c'est-à-dire au moment où il y a une possibilité de rédemption des points, concentrer ses efforts de communication vers quelle cible. Et c'est là où on a intégré notre variable modératrice, c'est-à-dire le statut d'acheteur, gros acheteur ou petits acheteurs. Dans ce modèle-là, en intégrant les gros acheteurs, on a raisonné de deux manières. D'abord, on a fait l'hypothèse que de toute façon, les gros acheteurs, parce qu'ils ont beaucoup acheté, parce qu'il y a un effet quand même de saturation et au bout d'un moment, ils ont tellement acheté, ils ne peuvent pas acheter indéfiniment. Donc, pour eux, l'utilité marginale des points est plus faible que pour les petits acheteurs. Et comme elle est plus faible, ils peuvent se permettre d'être généreux et de faire plus de dons que les petits acheteurs. Donc, c'est un effet direct qu'on a postulé avec une première hypothèse. Ensuite, on a postulé un autre effet que l'on retrouve un peu, enfin, qu'on retrouve un peu beaucoup dans la littérature sur le comportement prosocial, qui est cette idée d'activer des sentiments de culpabilité. Parce que ces clients-là, quand ils vont faire face à un choix, quand on va leur dire, voilà, vous avez accumulé autant de points, vous pouvez les convertir en bons de réduction, vous voulez en faire quoi, les utiliser vous-même ou en faire un don. Donc, cette situation-là met en avant ou met la lumière sur l'importance de leurs dépenses passées et peut les faire sentir coupables. Donc, c'est ce qu'on appelle dans la littérature experienced guilt. Donc, c'est une culpabilité qu'ils ressentent vis-à-vis d'un comportement passé. Donc, ils ont beaucoup dépensé. C'est ce qui justifie qu'ils en aient beaucoup. Et s'ils les utilisent de manière personnelle, selfish, ça va à l'encontre de certaines normes sociales qui disent que finalement, il faut quand même donner un peu quand on a beaucoup. Donc, cela augmenterait une sorte de anticipated guilt, c'est-à-dire si jamais je l'utilise pour moi et je ne les donne pas, j'ai tendance à me sentir coupable. Et donc là, on a posé cette deuxième hypothèse avec une route indirecte qui passerait par le sentiment de culpabilité et non plus d'un point de vue lien direct. Là aussi, pour tester ce modèle, on a utilisé une expérimentation auprès d'une centaine de personnes avec deux modalités. Les petits acheteurs et les gros acheteurs, et l'on a manipulé ça par un scénario. Les résultats sont là et ils montrent que notre hypothèse générale est validée puisqu'on voit très bien que les gros clients, ceux qui dépensent le plus, ont tendance à plus donner que les petits clients. Et puis, on voit très bien aussi que notre hypothèse sur les effets directs est validée également, puisque la moyenne de culpabilité ressentie est plus importante auprès des clients, des gros acheteurs plutôt qu'auprès des petits acheteurs. Donc, cette troisième et dernière étude nous permet de montrer que finalement, cette option de split a tout intérêt à être communiquée en priorité vers les clients qui ont le plus dépensé, donc les gros acheteurs, à cause ou grâce à ces effets à la fois directs et indirects que j'ai
expliquer. Donc, en quoi cette recherche finalement est utile, en quoi elle contribue à la littérature? Alors, on pense qu'elle contribue déjà en permettant de faire des liens entre 3 pans de recherche qui sont étudiés de manière souvent distincte, et notamment les programmes de fidélité d'un côté surtout, et la littérature sur tout ce qui est CSR, RSE, donc, et comportement prosocial de l'autre côté. Et on pense avoir des contributions sur plusieurs champs de littérature. Donc, le premier, manifestement, ce sont les programmes de fidélité et la littérature sur le programme de fidélité, puisqu'on permet d'avoir un cadre d'analyse qui explique les effets des récompenses prosociales et qui permet de montrer sous quelles conditions elles sont efficaces comparées par rapport à des récompenses traditionnelles égoïstes, et aussi quels sont les effets psychologiques qui expliquent cette éventuelle efficacité. Et quand on connaît aujourd'hui la pression que l'on a, ou la volonté, plutôt, formulons-le de manière positive, des marques et des entreprises pour aller vers une contribution sociétale plus favorable, eh bien, cet apport peut être utile à ces entreprises-là. La deuxième contribution, elle est plus sur le domaine du CSR, puisque on étend les principes et on montre leur application sur un domaine qui en était un peu exclu jusqu'à maintenant, qui est celui des programmes de fidélité, qui peut aussi paraître un peu contre-intuitif, parce que les programmes de fidélité poussant à l'achat par leurs principes et par leur fonctionnement peuvent être contradictoires. Eh bien, on montre qu'en intégrant ces récompenses, et autrement, on peut les intégrer dans une perspective plutôt RSE. Sur la littérature sur CM, donc le Cause-Related Marketing, qui est une littérature là aussi très importante, non seulement on confirme deux des variables majeures dans cette littérature et leur rôle important qui sont le choix et le warm glow, mais on les étend un peu plus en montrant différentes options de choix qui n'ont pas été étudiées dans la littérature jusqu'à présent, et surtout en montrant que le warm glow peut être lié à deux choses distinctes, à la fois un simple effet d'exposition et ensuite à un vrai effet de don ou d'intention de don. Et enfin, la dernière contribution, elle porte plus sur une littérature spécifique, sur l'hétérogénéité du portefeuille client. Cette littérature, elle insiste beaucoup sur les effets positifs des programmes de fidélité et des actions de différenciation pour les clients à forte valeur. On nuance un peu ce résultat en montrant que les clients à forte valeur peuvent aussi ressentir des émotions désagréables, négatives, comme ce sentiment de culpabilité qui, dans ce contexte, peut produire des comportements favorables. Et ça nous permet d'étendre la liste des effets négatifs des programmes de fidélité, qui est appelé un peu le dark side de ces programmes-là. D'un point de vue managérial, ces résultats tendent à montrer que finalement, les programmes de fidélité qui intègrent des options de dons peuvent représenter des stratégies win-win, à la fois pour le client qui se voit valorisé avec ce warm glow, mais aussi pour l'entreprise qui se voit valorisée par une image RSE, et puis même en allant jusqu'à la cause ou l'association qui, elle, se voit gagner de nouvelles sources de financement. Mais il faut bien le faire. 4 conditions. Tout d'abord, ces récompenses doivent être proposées en plus et non pas en remplacement des récompenses classiques. L'entreprise doit veiller à laisser le choix au consommateur pour quelles associations il va faire don de ces points. Elle doit lui proposer aussi le choix de faire don à plusieurs entreprises, et puis même quitte à garder une partie des points pour lui, pour elle. Et puis enfin, cibler en priorité les clients à forte valeur lors de la communication de ces récompenses. Merci de votre attention et je vous présente mes excuses d'avoir été un peu longue, 5 minutes. Eh bien, merci Aïda, c'était vraiment très intéressant et très enrichissant. Donc, bonjour, mon nom est Pierre Genet, étudiant à la maîtrise sous la direction de Léo Trespech.
Ma recherche, c'est sur la perception des internautes face à l'impact négatif de la pandémie sur le mécénat sportif. On va tout d'abord commencer avec un petit exemple avec Afia Touati, qui a déjà été championne d'Europe en relais 4 fois 100 mètres libre en 2018. Donc, c'est une ancienne championne qui avait besoin de financement pour les Jeux olympiques de 2020. Malencontreusement, ces Jeux olympiques-là ont été retardés d'1 an. Par contre, ses commanditaires qu'elle avait pour 2020 l'ont complètement lâché, donc pour ses commanditaires de diététique, mais également pour ses commanditaires de transport, donc son transport en automobile, l'a complètement lâché pour les années futures en plus de ça. Donc, c'est une belle prémisse pour ma recherche puisque Mme Touati a perdu la majorité de ses commanditaires pour les Jeux olympiques de 2020 qui sont rendus en 2021. Donc, c'est ça. Une petite mise en contexte, c'est sûr qu'avec la pandémie, il y a eu plusieurs événements qui étaient incertains ou des bris complets dans l'industrie de la consommation de sport. Ce que ça a causé, c'est une majorité de cancellation des événements, surtout au début de la pandémie. C'est pourquoi le secteur du sport a été le plus touché le plus rapidement. Bien, pas le plus touché. Dans les plus touchés le plus rapidement, parce que les événements ont été cancellés très rapidement. Ce qu'on a voulu explorer, c'est comment les internautes ont perçu les impacts négatifs de la pandémie sur le mécénat sportif. Pour ça, je vais vous expliquer un peu le plan de la séance. Donc, on va commencer par définir un peu c'est quoi le mécénat et le parrainage. On va continuer en regardant le sponsor awareness, donc la sensibilité et l'attitude des spectateurs par rapport justement à l'influence de la pandémie sur les événements. On va continuer avec l'impact négatif de la pandémie et on va terminer avec notre ethnographie, donc notre recherche. Donc, tout d'abord, le mécénat, c'est un programme d'action particulier qui vise à justifier un lien social et moral de l'entreprise. Mais c'est important de préciser que le mécénat ne sert pas d'outil promotionnel. C'est l'une des grosses différences entre le mécénat et le parrainage. C'est pourquoi les deux sont souvent confondus. Le parrainage, quant à lui, ça sert à créer des avantages mutuels, autant pour l'entreprise que pour l'événement. Et le parrainage, lui, veut vraiment retirer quelque chose du partenariat. Donc, il aimerait ça peut-être avoir peut-être une personne qui va venir faire de la publicité pour elle. Par contre, pour le parrainage, la littérature ne s'entend pas pour dire qu'il y a une définition générale qui est acceptée. Il y a un manque de consensus sur cette définition-là parce que le parrainage a des ambiguïtés dans sa manière de l'interpréter. Donc, le parrainage, il y a le parrainage sportif, le parrainage événementiel, le parrainage artistique. Donc, c'est tous des différents parrainages qui ont chacun leur but précis. Par rapport au sponsor awareness, donc l'attitude des spectateurs, c'est sur quoi on a voulu un peu se focusser sur l'étude. On voulait voir, bien, c'est sûr que le parrainage permet d'avoir une meilleure expertise, une meilleure crédibilité auprès des spectateurs. On voulait voir si c'était vraiment lié à la publicité, si la notoriété de la marque venait en ligne de compte. Ça nous a aussi permis avec la littérature nous a permis de savoir que souvent le parrainage n'influence pas seulement l'entreprise principale, mais également ses filières. Donc, c'est souvent des dommages, on va dire, collatéraux liés à l'entreprise principale qui fait de la publicité, va souvent influencer sur ses filiales, que ce soit positif ou négatif, dépendamment si le parrainage a bien fonctionné. L'attitude des spectateurs, c'est sûr que les entreprises, on va aller les chercher des spectateurs parce que c'est ceux qui ont beaucoup d'émotions, apportent beaucoup d'émotions pour autant leur sport, mais autant leurs athlètes favoris. Selon la littérature, on peut même dire que les émotions et ce que ressentent les gens est incomparable et que ça transcende les mesures normales. Et comme que nous dit M. Crumpton en 1993, personne ne boit plus de bière que les sporteurs
et personne n'aime autant le sport que les buveurs de bière. Donc ça, c'est vraiment une des phrases que j'aime le plus retenir de la littérature parce que ça indique vraiment pourquoi les entreprises recherchent autant le partenariat dans le sport. Par contre, on a la pandémie qui est venue tout chambouler. Donc, comme on peut voir en décembre 2020, c'est le début de la COVID. Donc, c'est vraiment le début, les premiers cas de COVID qui ont été connus dans le monde. Ce n'est que 3 mois plus tard, donc en février 2020, que c'est officiellement une pandémie. Et c'est là que tout déboule, que les événements commencent à être annulés, que certaines mesures, comme qu'on voit de février 2020 aujourd'hui, l'application de normes, donc que ce soit pour réduire le nombre de personnes dans des amphithéâtres, que ce soit pour réduire les rencontres amicales, etc. C'est sûr qu'il y a également tous les impacts négatifs liés aux émotions que peuvent ressentir les personnes, les athlètes, que peuvent ressentir. Ça peut augmenter aussi le stress que ces personnes-là peuvent ressentir. Mais c'est important aussi de dire que les réseaux sociaux et les médias sont le vecteur important qui va venir augmenter justement cette peur, ce stress-là général. Donc, on va continuer un peu avec notre ethnographie. Donc, notre recherche a été bâtie sur une ethnographie. C'est une nouvelle méthode, une nouvelle méthodologie, une nouvelle technique de recherche marketing qui nous permet d'avoir des données publiques, mais c'est aussi, autrement dit, l'ethnographie sur Internet. Donc, on va utiliser surtout les réseaux sociaux pour la ethnographie. C'est surtout pour les recherches qualitatives. Par contre, on a certaines données quantitatives avec les j'aime, les likes, les partages, etc. Donc, on est capable de connaître le nombre qui sont faits de ce côté-là. Par contre, on essaie surtout de valider du côté qualitatif les commentaires. Ça nous permet aussi d'évaluer, de mesurer, de comparer justement ce que les internautes pensent par les commentaires, par les phrases d'introduction qu'ils ont sur leur profil. Notre recherche, notre méthode d'échantillonnage, on a analysé des publications d'entreprises par rapport à des athlètes. On voulait minimum 300 commentaires sur ces publications-là. Et de ces minimum 300 commentaires-là, on en a analysé 100. C'est important de préciser que dans les 100 analysés, on a pris les 100 premiers qui avaient des commentaires écrits. Donc, tout ce qui était emoji, GIF, qui n'y avait pas de commentaires écrits, on les a juste laissés de côté. On a analysé tous les commentaires entre février 2020 et septembre 2021, donc durant la pandémie. On a utilisé les réseaux sociaux Facebook et Twitter totalement avec notre accord. On a favorisé aussi une équité du genre des athlètes. Donc, une fille, un gars sur Facebook, une fille, un gars sur Twitter. Malheureusement, on n'a pas réussi la même chose avec nos données. De un, parce que la plupart du monde ne voulait pas donner leur genre sur les réseaux sociaux. Et c'est important de préciser aussi que, comme on avait dit, une ethnographie, les accès sont publics. Donc, toutes les informations qu'on a recueillies sur Facebook et Twitter étaient publiques. Donc, tout le monde peut voir ça. Résultat quantitatif, comme on peut voir, le positionnement des commentaires par rapport au genre, du côté de Twitter est assez similaire dans tous les cas. Donc, que ce soit des femmes, des hommes ou que les personnes n'ont pas osé dire leur genre, la répartition est assez équitable. Du côté de Facebook, c'est sûr que de façon générale, le positivisme était quand même un peu plus présent de ce côté-là. Donc, on peut voir que n'importe quel genre était assez positif. Notre deuxième résultat quantitatif nous amène à voir les caractéristiques de photos de profil, donc voir si les personnes ont mis soit des selfies, soit des animaux, soit des paysages, soit des cartoons. Ça nous a permis de savoir que sur Twitter, c'était assez équitable aussi. Par contre, sur Facebook, ça nous a permis de voir que si les personnes
mettaient soit des photos de profil personnel, donc selfie ou des personnes de la famille. Le positivisme était vraiment à l'honneur. Comme on peut voir, 103 sur 164, c'est un très grand nombre. Le dernier résultat quantitatif qu'on a voulu analyser, c'était le type de positionnement, donc le type de choix de commentaire, si le commentaire était par rapport aux athlètes, par rapport aux entreprises, ou si c'était tellement un commentaire autre, qui n'avait pas rapport à ces deux catégories-là, par rapport au genre. Ce que ça nous a permis de remarquer, ce qu'on s'est attardé avec la littérature aussi, c'est que les entreprises récoltent beaucoup de commentaires négatifs. Par contre, sur Twitter, comme on peut voir, les commentaires négatifs sont beaucoup répertoriés par rapport aux entreprises. Mais ce qu'on pense, c'était que c'était lié aussi à leur notoriété d'avant la pandémie. Sur Facebook, comme on peut voir, la majeure partie des commentaires positifs sont par rapport aux athlètes et la majorité des commentaires négatifs sont par rapport aux entreprises également. Donc, résultats qualitatifs, négatifs, donc on a pu voir que même dans les commentaires négatifs, on en avait de toutes les sortes. On en avait par rapport aux entreprises, on en avait par rapport aux athlètes. Mais ce qu'on a pu vérifier, c'est que par rapport à Twitter, qu'on a fait l'analyse sur l'entreprise Nike, qui avait déjà eu des problèmes de payer insuffisamment ses employés est revenu les hanter un peu par rapport à tous les commentaires malgré la pandémie. C'est sûr qu'il y a eu des commentaires par rapport aux athlètes, par rapport même à l'entreprise de Rolex. Donc, Rolex qui est quand même assez bien, qui a quand même une assez belle notoriété, a eu des commentaires par rapport à ce qu'elle est trop chère par rapport à Timex. Donc, on pouvait voir plein de commentaires négatifs dans ce style-là. Par contre, pour les commentaires qualitatifs positifs, c'était beaucoup par rapport aux athlètes. Comme on l'a dit, ça a été beaucoup sur Facebook, donc beaucoup par rapport aussi aux joueurs de golf qui étaient commandités par Rolex. Lui a eu beaucoup de points positifs, surtout par rapport à la pandémie, parce que monsieur avait eu la COVID 2 semaines avant l'analyse qu'on a faite par rapport à la publication. Donc, beaucoup le félicitaient d'être revenu, de pouvoir refaire le tournoi, etc. Donc, c'était vraiment positif par rapport à ça. C'est sûr qu'on a eu plusieurs commentaires qui étaient sur la COVID. Donc, Nike, il y a eu des commentaires sur, on va dire, l'esclavagisme, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a certains commentaires qui en parlaient. Mais il y en a même qui ont inclus la pandémie là-dedans, comme de quoi qu'avec la pandémie, ils pourraient peut-être commencer à payer un peu plus leurs employés. Mais même du côté de Rolex, la majorité du monde, la majorité des commentaires sur la pandémie, sur la COVID-19, faisaient référence soit à la vaccination, comme on voit les derniers commentaires, soit par rapport aussi au fait que John revenait justement d'avoir eu la COVID et d'avoir manqué le dernier tournoi, et celui-là l'avait gagné, donc c'était vraiment une félicitation pour lui. Pour les apports à la recherche, donc c'est sûr que ça nous a permis de valider la littérature de Demirel et Erdogmus qui permettait de dire que les supporters vont avoir des commentaires plutôt positifs concernant les joueurs suivis. Malheureusement, je n'ai pas fait de recherche pour savoir si les commentaires quant à l'entreprise suivie étaient négatifs. Mais de ce côté-là, d'après moi, ça peut être peut-être un nouvel apport théorique. Du côté managériaux, c'est sûr qu'avec une pandémie, ce qu'on conseille, c'est vraiment de faire une réorientation de la publicité liée aux athlètes. Donc, ce qu'on a pu voir des entreprises, c'est que certaines se sont concentrées sur certains réseaux sociaux. Donc, Nike a délaissé Facebook, mais s'est concentré sur Twitter, tandis que Rolex a fait le contraire. S'est concentré sur Facebook et a délaissé Twitter. Donc, chaque entreprise doit favoriser un réseau social en temps de pandémie pour vraiment mettre les efforts tout à la même place. Les limites de notre recherche,
C'est sûr on voulait 300 commentaires minimum par publication, ce qui était quand même beaucoup. Donc, on s'est surtout concentré sur les multinationales. Donc, ça serait peut-être important de regarder du côté des PME qui ont peut-être un peu plus de commentaires sporadiques, disparates, de peut-être vérifier justement si les résultats seraient les mêmes. Une autre des limites, c'est sûr que côté subjectivité, il y en a eu quand même beaucoup dans notre recherche parce que juste d'analyser les profils, de voir les photos, est-ce que c'est par rapport aux animaux, est-ce que c'est par rapport à des personnes, est-ce que c'est des selfies, etc. C'est beaucoup de subjectivité. C'est sûr que ça serait peut-être agréable de bâtir un barème un peu plus rigoureux que celui que nous avons bâti, ce qui permettrait d'être un peu plus objectif dans notre recherche. Finalement, la dernière limite, on va dire l'une des dernières, là, il y en a d'autres. C'est sûr que nous avons juste utilisé 2 réseaux sociaux. Donc, on a utilisé Facebook et Twitter, qui selon nous étaient des cibles de prédilection. Par contre, on pourrait peut-être vérifier avec les autres réseaux sociaux d'envergure qui sont Snapchat, LinkedIn, Instagram, voir si les résultats seraient les mêmes, voir si les commentaires sont autant négatifs envers l'entreprise, mais positifs envers les athlètes. Donc, ça serait ça du côté de les limites de nos recherches. Je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à toutes vos questions et tous vos commentaires.